Monsieur le ministre, mes remerciements pour me faire participer à cette session de clôture et pour relever certains points sur cette approche géostratégique pour une nouvelle géographie économique du Maghreb. Dans l'intervention brève que j'avais tenue dans cette journée, je disais que notre exercice s'était placé sur l'optique de relever les défis du Maroc, pas nécessairement les défis du Maghreb, compte tenu que c'était effectivement le Maroc se voit, comme tout le monde le voit, inséré dans un Maghreb dans l'année 2030. Mais pour que ce soit fait, il est important maintenant de faire un pas additionnel, que les atouts du Maroc, que les faiblesses du Maroc, à l'intérieur et à l'extérieur, soient relevés, défis relevés pour donner l'impulsion nécessaire à cette région magnifique. Je pense que la présence ici de très grands hommes d'État, parler après le président Mario Suarez, une cathédrale dans l'Europe d'aujourd'hui, et un Felipe González. Je croyais que j'étais plus jeune que lui, il paraît que non, je suis plus âgé que lui. Mais c'est important d'entendre les sujets qu'ils ont voulu mettre à notre disposition, de comment ils ont, eux, relevé les défis. J'ai entendu cet après-midi parler de la réconciliation. C'est monsieur le président du Parlement, de la Chambre des députés, qui nous parlait de la réconciliation. Le problème que je me pose personnellement, parce que j'ai entendu en Europe, lors de notre tournée, il faut d'abord une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc pour réussir. Ça va de soi. Mais faut-il attendre pour réussir? Alors là, je ne suis pas d'accord. Je pense que précisément en soulevant les atouts qu'a le Maroc, quand même le Maroc, pour le Maghreb, représente énormément de choses. Entre autres, il a un roi, descendant d'un pouvoir, descendant avec une autorité religieuse qui a une importance immense dans ce monde, dans ce pays et dans cette région. Ça, c'est un atout. Il a un roi moderne, jeune, qui accepte les défis et qui veut aller aussi loin que c'est possible dans la société marocaine. Ça, c'est important. Votre gouvernement est en train de combler des défis importants. Nous avons entendu et nous savons que vous êtes en train de voir cette approche sur une région qui a présenté comme un ancrage pour le progrès du Maghreb. Ça, c'est important. Mais ce qui est important, c'est qu'en parallèle, vous puissiez jouer toutes vos cartes. Ce n'est pas pour demain. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Felipe González. Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce que la dynamique continue. Et donc, il faut faire les choix tout de suite. Une conceptualisation unilatérale, à mon avis, inébranlable, est absolument nécessaire comme une étape pour cette réconciliation. Parce que dans la mesure où vous mettez en valeur vos atouts, dans cette même mesure, vous facilitez la tâche de la réconciliation. Donc ça, c'est un des éléments que je voudrais souligner cet après-midi.
J'ai entendu, dans les présentations qu'on nous avait fait dimanche, par la suite lundi ici, sur quels axes vous êtes en train d'agir. Il y a un choix de vecteurs. Ce sont des vecteurs stratégiques. On a parlé d'énergie. Et moi-même, je tiens très fort au problème de l'énergie au Maroc, c'est-à-dire la solution marocaine, dans un contexte maghrébin, on le souhaite tous, de votre sécurité énergétique. Si vous n'attaquez pas ce problème tout de suite, avec tout ce que cela implique, vous serez en phase délicate. Et vous pouvez le faire. On a parlé d'énergie nucléaire pour l'électricité, c'est important, parce qu'il y aurait une complémentarité pour toute la région, pour une partie de l'Afrique et pour l'Europe. Alors, aborder le problème, je ne dis pas comme un défi aux autres, mais comme un choix de volonté de poursuivre ce chemin en commun. C'est aux autres de dire ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. On a parlé ce matin, c'était important, de nouveaux statuts. Et pourquoi pas? Parce que c'est un chemin. Vous avez soulevé la question que vous voulez le Maghreb. Ben c'est bien, mais il faut que les autres disent nous aussi, on veut le Maghreb. Et c'est pour ça que j'ai répondu ce matin à mon cher ami Xavier en disant nous ne sommes pas au stade aujourd'hui ici, malgré que le titre dit pour une nouvelle géographie économique du Maghreb, nous on n'a pas étudié. C'est pas ça que le ministre nous a dit à Emilio Fontaine et à moi, étudier la nouvelle géographie économique du Maghreb. On a dit, on va faire la nouvelle géographie économique du Maroc. Les deux pôles de développement dont nous parlons, c'est le pôle de développement qui place dans le versant méditerranéen ce Singapour possible, désirable, qui fait en sorte que l'Europe pense que sa frontière est plutôt au sud du Sahara. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des migrations qui gênent l'Europe, qui créent des difficultés au Maroc. Ben, il faut résoudre ce problème. Ça, c'est un pôle de développement. Et il y a le deuxième pôle de développement auquel se sont référés plusieurs latino-américains sur l'Atlantique. Vous avez déjà les germes de ces pôles. Il faut simplement les renforcer, et pas simplement en faisant des projections de comment ça pourrait être dans l'année. Non, non. En appelant les industries, les Européens, la Banque européenne d'investissement, à étudier où on doit placer ce pôle de développement avec quels éléments qui seraient attrayants, outre-Atlantique, et qui seraient attrayants pour l'Afrique et qui seraient attrayants pour l'Europe. Je vais simplement dire, quand nous avons visité le président Mário Soares au Portugal, dans sa fondation, et le ministre a invité Mário Soares à venir, il a tout de suite dit oui. Mais il nous a parlé que sa fondation s'occupait spécifiquement, ou entre autres, des problèmes des conflits, la solution de conflits. Ici, on essaye, entre autres, d'éviter un conflit qui est important non seulement pour le Maroc, pour l'Algérie, pour le Sub-Sahara, pour le Maghreb, mais pour l'Europe. Parce que si jamais il devait y avoir un conflit dans cette région, je pose la question aux Européens, qu'est-ce que vous faites avec ce conflit dans le problème énergétique? Vous avez un problème. Donc essayons d'éviter que les répercussions de ce qui se passe dans le Moyen-Orient n'aient des répercussions très fâcheuses dans cette région. Premier problème. Monsieur Mário Soares, nous savons tous de votre intérêt
et le rôle que vous avez joué sur l'eau. On a peu parlé de l'eau ici. Mais c'est tellement important parce que les deux choses vont ensemble. Est-ce qu'on va laisser simplement à l'évolution des normes internationales à ce que l'eau devienne une marchandise? Parce qu'elle est épuisable, mon Dieu. Il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable. Est-ce qu'il faut qu'elle soit une marchandise qui soit vendue à ceux qui ont les moyens? J'espère bien que ces 2 milliards de personnes auront les moyens de payer de l'eau potable. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un bien essentiel, c'est un bien public. Il faut qu'on s'occupe du traitement d'un bien public, d'un bien essentiel, sérieusement. Parce qu'il s'agit de la vie. Il s'agit du bien-être. Dans le rapport que vous avez peut-être lu, ou sinon vous aurez le temps de le lire, il y a un petit exemple qui est à bas de page, qui est cité sur une réforme faite en Bolivie et qui, à un moment donné, l'institution qui était derrière la réforme recommande une grande entreprise américaine, la Bechtel, de résoudre le problème de la deuxième ville de la Bolivie, qui est Cochabamba. Bon Dieu, la première chose qu'ils ont fait, c'est augmenter le prix du litre de l'eau à 300%. Il y a presque eu une révolution. Il y a presque eu un coup d'État. Les gens ont dit non. Simplement non. Est-ce que c'était une mauvaise foi de la compagnie? Mais pas du tout. Est-ce que c'était une erreur de l'institution qui a appuyé cette erreur? Certainement. Il ne peut pas y avoir un développement, comme l'a dit le gouverneur, comme l'a dit Felipe González, si on ne se centre pas sur l'humain. Notre défi à l'ONU, quand j'étais à l'ONU, c'était parler de compétitivité et efficacité sociale. Oh, que c'est compliqué. Je me souviens d'une conversation avec le président de la Bolivie, je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Je ne sais pas encore, mais j'essaye de déterminer en tant qu'économiste comment est-ce qu'on trace des courbes d'indifférence de Pareto pour dire je me situe ici ou je me situe là, mais c'est quand même la même chose. Parce que ce sont les défis que nous avons de nos jours. J'étais très content d'écouter le gouverneur comme il a placé, il a repris les éléments de Felipe González dans ce domaine. Si on n'aborde pas le problème humain, on est perdu. La variable de capital humain, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs posé dans l'étude qu'a fait Nebrija. Ce n'est pas tellement nécessaire de penser des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour résoudre certains problèmes. Oui, certainement, on a besoin de capital étranger, d'augmenter le taux d'épargne, tout cela on a besoin. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire simplement, comme l'a dit Cristóbal Buarque, en donnant la base essentielle pour l'essor de l'être humain. Merci.